Bonjour tout le monde. C'est bon? Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ici à HLEF. C'est ma première fois où je présente HLEF et je suis vraiment ravie. J'espère que ce n'est pas la première et il va y en avoir d'autres. Et comme je remercie, c'est grâce au laboratoire Servier que je suis là pour présenter et traiter un sujet que je tiens vraiment à cœur, c'est l'hypertension artérielle. Et comment associer, c'est-à-dire quelle est la prescription la plus adéquate dans l'association et comment faire le choix. Donc voilà le plan de ma communication. Donc on sait très bien que l'hypertension artérielle est un fléau mondial. La prévalence d'hypertension augmente au cours des 4 dernières années, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. 2/3 des patients sont hypertendus et vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. À partir de cela, on comprend que notre pays contient une prévalence vraiment élevée en hypertension artérielle. Donc si on s'intéresse un petit peu à la prévalence en Algérie, celle qui a été publiée par Stepways en 2016-2017, elle montre qu'un tiers de la population est hypertendue. Donc à l'époque, en 2016, on avait 43 millions d'habitants en Algérie, donc la prévalence était de 23,6%. Ceci dit, près de 10 millions de patients sont hypertendus. C'est-à-dire le tiers de la population est concerné par l'hypertension artérielle. Mais en parallèle, il y a 30% qui ne sont pas diagnostiqués. Ils sont hypertendus et je pense que tout le monde le voit dans leurs consultations dans les cabinets ou dans les structures hospitalières. C'est au moment de notre examen clinique qu'on découvre l'hypertension artérielle. Et comme on sait très bien, c'est la première place des maladies chroniques. Vient par la suite le diabète. 70% uniquement des patients ne sont pas contrôlés. Et là, vous voyez que ce sont des malades, on leur instaure un traitement alors qu'ils ne sont pas contrôlés. Donc ça ne sert absolument à rien. Et c'est pour cela qu'on voit dans notre pays une prévalence qui augmente dans les accidents vasculaires cérébraux. C'est une véritable épidémie. Et beaucoup d'IDM et beaucoup d'artériopathie. Plus de 30% d'adultes n'ont jamais mesuré leur pression artérielle. Et vous les voyez comme je le vois. Vous voyez que je n'ai jamais pris ma pression artérielle. Et 67% des patients hypertendus ont 1 ou 2 facteurs de risque cardiovasculaire associés à l'hypertension artérielle. 70% des patients hypertendus sont non contrôlés et ceci induit qu'il y a près de 40 000 décès chaque année suite à l'hypertension et ses complications. Donc cette étude qui a été publiée en 2018 et qui montre que le non-contrôle d'une hypertension artérielle, il va donner des conséquences qui sont vraiment dramatiques. Et la suite à une cohorte qui a été faite aux États-Unis où ils ont vu ce qu'on voit en bleu, ce sont des sujets sains, donc ils ont moins de risques de maladies cardiovasculaires, de cardiopathie ou de maladies cérébrovasculaires. En comparaison, ce qu'on voit en vert, qui sont les hypertendus non contrôlés, ou en rouge, sans traitement, on voit que la prévalence des maladies cardiovasculaires, les cardiopathies et les maladies cérébrovasculaires augmente. Donc ceci dit qu'il faut dépister l'hypertension artérielle, classer, bien traiter nos patients, et ceci pour diminuer le risque et ses conséquences dramatiques. Donc si on voit les dernières guidelines 2024, on voit que cette fois-ci, en 2024, différemment de ceux publiés en 2018 et en 2020, il montre qu'entre 120 et 139 de systolique, 70 et 89 de diastolique, alors là, c'est une pression élevée. C'est-à-dire là, il faut rechercher les facteurs de risque de ce patient. Est-ce qu'il n'a pas un diabète? Est-ce qu'il n'a pas une dyslipidémie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre lésion organique? Et commencer à traiter le patient. Ensuite, il prend l'hypertension stade 1 entre 140 et 159, 90, 99, il le classe HTA 1
Et ensuite, 160, 79, 109, 2, et supérieur à 180 et 110, c'est le stade 3. Donc vous voyez que la classification a changé et on commence à parler d'une hyperpression, rechercher les facteurs de risque pour pouvoir commencer à traiter ces patients. Donc une fois qu'on découvre et on classe le patient qu'il est hypertendu, donc quel est le bilan initial à faire après la découverte de l'hypertension artérielle? C'est l'hémoglobine, une hématocrite, un ionogramme comprenant surtout une natrémie et une kaliémie sans garrot, bien sûr, une créatinine avec estimation du débit de filtration glomérulaire. Et cette fois-ci, on voit que les cardiologues s'intéressent au RAC. Parce qu'avant, on parlait du RAC uniquement chez le diabétique, mais maintenant, on cherche l'albuminurie et la créatinurie chez les hypertendus. La glycémie, l'hémoglobine A1C, l'exploration des anomalies lipidiques. Et vous avez vu tout à l'heure la conférence qui a été présentée par mon confrère sur les dyslipidémies. Donc maintenant, ce n'est pas uniquement l'objectif HDL, LDL, voire les ApoA et les ApoB. La TSH, l'ECG avec ses 12 dérivations, et pour la première fois, le dosage en conditions standardisées de l'aldostérone et de la rénine est proposé au diagnostic chez tous les patients hypertendus confirmés lorsqu'on les classe de A, B. Donc l'algorithme, en ce qui concerne l'algorithme du traitement de l'HTA par l'ESC en 2024, vous voyez qu'en premier, ce qui est en bleu, il commence directement par une bithérapie, alors qu'on commençait par la monothérapie. Et actuellement, on commence, vous voyez, par une bithérapie, où le premier médicament, c'est un IEC, ou ARA2, si le malade ne tolère pas l'IEC, on passe à l'ARA2, parce que l'IEC, vous allez voir au cours de ma présentation, c'est lui qui vient en premier, associé avec un inhibiteur calcique, voire ou non un diurétique. Si le malade ne répond pas, on intensifie dans les mêmes classes. C'est-à-dire s'il était sous 5, on intensifie 10, etc. Et ensuite, s'il ne répond pas, on passe par la suite à la trithérapie, voire, et la trithérapie, c'est ajouter un diurétique, et pas n'importe quel diurétique, et on va le voir, et par la suite, donner un spironolactone. Donc, le critère de choix d'une association, c'est premièrement choisir des molécules qui sont efficaces, c'est-à-dire efficaces sur la tension artérielle et le risque cardiovasculaire. Le but, c'est d'équilibrer la tension artérielle et en même temps les risques cardiovasculaires. Deuxièmement, une bonne tolérance et une bonne observance. On est sûr que notre patient, il va prendre son médicament. Si on prescrit, ensuite il va prescrit. Comme vous avez vu tout à l'heure, professeur Barousse, on donne de l'insuline et elle n'est pas prise. La même chose pour l'hypertension artérielle. Alors, un hypertendu, il faut chercher son profil clinique, comme je viens de le dire dans l'introduction. Est-ce que c'est une HTA métabolique? Et là, c'est ce qu'on voit chez l'obèse, chez le diabétique, dyslipidémique. Est-ce que c'est une HTA familiale, une hypertension artérielle vasculaire ou une hypertension artérielle secondaire? Donc, il faut classer notre patient dans quelle catégorie il se situe. Donc, si on arrive à classer notre patient, c'est bon. On va choisir la bonne molécule qui va l'aider, et c'est en fonction de son profil clinique. C'est comme on dit chez le diabétique, le patient au centre du traitement. Là aussi, dans l'hypertension artérielle, il est au centre. Alors, que disent les recommandations? Donc, les recommandations de ESH en 2018, il préconisait l'IEC ou ARA2 en cas d'intolérance. Et vous voyez que l'IEC, il ne faut pas priver nos patients de l'IEC. Et on va voir, l'IEC, c'est une bonne molécule sur le profil tensionnel et aussi sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Maintenant, si le malade ne tolère pas, on passe à l'ARA2, associé à un inhibiteur calcique ou un diurétique. C'est-à-dire en fonction de notre profil patient, dans quelle catégorie on l'a classé, HTA métabolique, vasculaire ou autre. Alors l'ISH en 2020, ils ont évolué pour dire que l'inhibiteur de l'enzyme de conversion avec l'inhibiteur calcique viennent en premier. En deuxième, s'il ne répond pas, on intensifie dans notre inhibiteur de l'enzyme, voire
l'inhibiteur calcique. Alors, vous voyez que les recommandations de l'ESC 2018, c'est l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, ou ARA2, et il est préconisé par la suite donner des bêta-bloquants et inhibiteurs calciques, voire par la suite un diurétique, et non pas n'importe quel diurétique, c'est un diurétique thiazidique. Par contre, si on veut comparer les deux recommandations entre 2018 et 2024, alors les premières parlaient d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion VAR ARA2, ensuite bêta-bloquant, mais maintenant non, on préfère un IEC, voire ARA2, suivi d'un inhibiteur calcique diurétique, et vous voyez qu'il parle du diurétique-like. Donc c'est très important. C'est le diurétique-like et il ne parle pas de l'hydrochlorothiazide. D'accord? Et on a la chance d'avoir les diurétiques convenables, like, dans notre arsenal thérapeutique en Algérie. Alors, l'IEC, il est fortement recommandé dans les dernières recommandations, comme vous l'avez vu, même en 2024. Sur le profil tensionnel, sur le diabète, sur le post-IDM, l'insuffisance cardiaque. Donc, il vient en premier. Si intolérance, on passe au sartan. Donc, on ne donne pas les sartans en premier. On commence par l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Si le malade ne tolère pas, et vous savez très bien l'intolérance, et je vais parler, c'est l'atout, donc on passe au sartan. Alors, quel inhibiteur du système rénine-angiotensine utilisé et préféré? Donc, si on voit cette belle revue Cochrane qui a été publiée dans les années 2008 et qui a comparé l'efficacité d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion avec un ARA2, et vous voyez sur le profil tensionnel, sur l'efficacité des chiffres, sur les chiffres, les deux classes font la même chose, soit pour les IEC ou bien les ARA2. Donc l'efficacité antihypertensive des ARA2 et des IEC, elle est comparable. Je parle en ce qui concerne des chiffres tensionnels, c'est comparable. Cette méta-analyse faite avec les ARA2 et les IEC, là on voit que sur le risque cardiovasculaire, les IEC font mieux. Donc il y a moins 14% d'IDM, moins 6% d'AVC, moins 12% de décès cardiovasculaires et moins de 9% de mortalité totale. Donc, on voit que les ARA2, les IEC et les ARA2 font bien sûr les chiffres tensionnels, mais en ce qui concerne la protection cardiovasculaire, les IEC font mieux. Au contraire, on voit que les ARA2, il y a une augmentation de 8% d'IDM avec les ARA2. D'autres méta-analyses ont suivi cette première méta-analyse de 2006, en 2009, en 2012, etc. Et la plus intéressante, celle de Savarès, qui a été faite en dernier, où elle montre que la mortalité a diminué de 9% avec les IEC, moins 20% d'AVC ont été réduits, moins 19% d'IDM, moins de 21% d'insuffisance cardiaque et moins de 14% de diabétiques, en comparaison avec les ARA2. Donc vous voyez le gain qu'apportent ces IEC en comparaison avec les ARA2 lorsque les patients sont traités avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Des nouvelles études aussi se sont intéressées par la suite pour la protection cardiovasculaire et elles montrent tous que les IEC font mieux sur la protection cardiovasculaire par rapport aux ARA2. Et là, on voit une méta-analyse qui a été faite de novembre 2011 jusqu'à 2015 et publiée en 2018, où elle a comparé les IEC avec les ARA2, et elle voit que les IEC étaient associés à une réduction d'une année des risques cardiovasculaires et de mortalité totale. D'autres études, en 2019, et là, ils ont pris des patients atteints d'infarctus du myocarde, et ils ont vu, lorsqu'on donne un IEC avec un IEC, le patient, il avait moins de MACE, moins de mortalité totale ou de mortalité cardiovasculaire et moins de revascularisation par rapport au sujet qui était sous bêta-bloquant avec ARA2. Donc là aussi, c'est une nouvelle étude publiée en 2019 et qui
montre la protection cardiovasculaire supérieure toujours des IEC par rapport aux ARA2, et on voit nettement qu'elle est pour les IEC et non pas les ARA2. Alors les IEC, ils ont prouvé leur efficacité dans la réduction de la mortalité chez les patients hypertendus. Donc on voit, à partir de cette étude de Van Vark, qu'elle montre qu'il y a une réduction du diabète, une réduction des coronaropathies et chez tous les patients à haut risque. Donc vous voyez les différentes études par Van Vark en 2012, Lev et al., Baker et Savares en 2013, concordent tous à dire que les IEC réduisent le risque cardiovasculaire par rapport aux ARA2. Cette méta-analyse de Savares, j'ai aimé vous la montrer isolée par rapport aux autres. Donc vous voyez qu'il y a une réduction de 21% avec les IEC par rapport aux ARA2 en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, moins 18% d'infarctus du myocarde ont été réduits, moins 8% de mortalité totale et moins de 10% de mortalité cardiovasculaire. Alors pourquoi cette différence IEC-ARA2? C'est uniquement parce que le mécanisme est différent et les effets sont différents. Donc vous voyez l'IEC, la première action de l'IEC, c'est de bloquer la fragmentation des bradykinines. Donc cette augmentation de bradykinine, elle est très importante parce qu'elle va entraîner une augmentation de la production de monoxyde d'azote et des prostaglandines qui vont entraîner des vasodilatations. Ils sont antifibrose, anti-inflammation, antithrombose en comparaison avec les ARA2 qui agissent en bloquant les récepteurs AT1 et AT2 et en bloquant ces récepteurs, c'est l'inverse. Il va y avoir des vasoconstrictions, une profibrose, des pro-inflammations, une production de ERAO et des augmentations des PA1 incréases. Donc cette plaque nous montre très bien que les IEC font augmenter les bradykinines et à des posologies différentes. Tant qu'on augmente la dose, vous voyez que les bradykinines augmentent et ces bradykinines, ils ont des effets protecteurs en comparaison avec les ARA2 et vous voyez, il n'y a pas d'augmentation des bradykinines avec les ARA2. Donc, cette courbe nous montre clairement que les IEC font augmenter les bradykinines par rapport aux angiotensines sur l'efficacité et elles sont dose dépendantes. Tant qu'on augmente la dose, alors les malades, les bradykinines augmentent. Vous allez me dire, il y a l'effet de tout, mais ce n'est pas tout le monde qui va faire la toux. On va voir, c'est franchement une prévalence vraiment minime qui développe la toux. Là, c'est l'augmentation sur cette plaque, l'augmentation des bradykinines, et pas avec n'importe quel IEC, c'est avec le périndopril. Et on voit avec le périndopril, il y a une augmentation significative en augmentant la dose des bradykinines. Alors, qu'en est-il du rapport Val-Epic? On voit que le périndopril, il a un rapport Val-Epic de 87 à 100%. Si on voit les autres IEC, comme le ramipril, 50 à 63%. C'est-à-dire là, on doit donner au moins 2 doses chez le patient par jour. Et là, le problème de l'observance. Donc, on préfère, avec un IEC qui donne, il a un Val-Epic de 87 à 100%, et l'amlodipine, vous voyez, elle est entre 50 et 100% par rapport aux autres molécules. Et on voit en bas l'indapamide, qui est un diurétique apparenté, il est entre 90 jusqu'à 104% de Val-Epic. Donc, le rapport Val-Epic 75%, on le voit très bien avec le périndopril et l'amlodipine. C'est ce qu'on voit en bleu, dans la courbe bleue. Donc, un support qui est continu, des IEC versus ARA2. Et on voit que les dernières études, cette étude qui a été publiée en 2023, même si les recommandations ne différencient pas les IEC des ARA2 que chez les patients présentant des comorbidités vasculaires, les preuves cliniques suggèrent que les IEC apportent des avantages chez de nombreux patients hypertendus, en plus de ceux souffrant d'autres maladies cardiovasculaires. Et j'ai montré sur la première plaque
que l'HTA n'est jamais seul. Il y a une association avec d'autres maladies vasculaires. Donc l'IEC reste la classe pharmacologique qui correspond à tous les profils de nos patients. Donc on voit les recommandations 2019, l'ESC recommande chez le sujet coronarien la mise d'un IEC. Vous voyez les recommandations 2019 chez le diabétique ou bien pré-diabète ou bien les maladies cardiovasculaires. Elle recommande l'utilisation d'un IEC et aussi dans l'IDM et post-IDM, elle recommande l'utilisation d'un IEC même avec un segment ST positif persistant. Les recommandations de l'ESC 2021 recommandent aussi dans l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit aiguë ou chronique, l'utilisation d'un IEC. Alors, quelle molécule associée avec l'inhibiteur du système rénine-angiotensine? Est-ce qu'on va associer un inhibiteur calcique? C'est clair, j'ai parlé de l'IEC, de ses effets bénéfiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donner en association lorsque le malade nécessite une bithérapie? Est-ce qu'on va associer un inhibiteur calcique ou un thiazidique? Comment on va faire? Donc l'hypertension, elle est combinée aux facteurs de risque. C'est ce qu'on appelle maintenant cardiométabolique. Alors maintenant, on ne parle plus de syndrome métabolique, on parle d'un syndrome cardio-rénal métabolique. C'est-à-dire il faut viser, il faut donner un traitement qui protège et le cœur et le rein. Donc on voit que les facteurs de risque, ils sont bien énumérés sur cette plaque et c'est le problème de tous nos patients. C'est l'obésité, le tabagisme, l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, le facteur génétique. Il y a des hypertensions familiales, donc c'est toute la famille qui est hypertendue, le stress oxydatif, l'âge et le sexe et aussi la sédentarité. Donc ça, c'est le profil un petit peu de tous nos patients. Et tout ça, ce sont les facteurs de risque qui vont aggraver encore le pronostic de nos patients. Donc, assurer un meilleur avenir cardiovasculaire en choisissant le bon traitement. Et le bon traitement, c'est quoi? C'est améliorer premièrement la fonction endothéliale. Et on a parlé ce matin sur l'endothélium et sur les athéromes. Le contrôler la pression artérielle et en troisième lieu, donner un médicament qui a une protection prouvée du risque cardiovasculaire. Donc, si on prend le perindopril, donc on voit que le perindopril, qui est un IEC, il réduit la progression de l'athérosclérose, il a un effet anti-inflammatoire, un effet antioxydant et il réduit la dysfonction endothéliale. C'est très important. La dysfonction endothéliale, c'est elle qui va déséquilibrer des plaques préexistantes, les rendre vulnérables et c'est eux qui vont être la cause des AVC et des IDM. Donc, le mode d'action, si on voit très bien du perindopril, il améliore la fonction endothéliale et c'est très, très important. Alors, lorsqu'on a un sujet hypertendu, on a commencé avec un IEC ou un ARA2 s'il y a intolérance, mais vous voyez toujours l'IEC est en premier. Et j'ai dit, pas n'importe quel IEC, vous avez vu, l'indapamide donne mieux et fait mieux. Donc, on doit chercher, est-ce que ce patient, il est antibrigide ou en retention? Est-ce que c'est une HTA avec une variabilité de la tension, HTA matinale, elle est variable de jour en jour, il y a des atteintes cardiovasculaires et il y a une rigidité artérielle. Deuxième groupe, ces types de retention, ce sont les hypertendus nocturnes qui sont non d'hyper, avec une insuffisance, ou bien maintenant on ne parle plus d'insuffisance, on parle de maladie rénale, d'insuffisance cardiaque et une retention de sel, c'est-à-dire il y a une retention. Et là, c'est ce qu'on voit surtout chez les sujets obèses et les sujets diabétiques. Donc là, qu'est-ce qu'on doit associer? On va voir, est-ce que c'est un antagoniste calcique ou bien un diurétique? Donc si on prend l'HTA vasculaire, avec type rigide. Alors là, c'est beaucoup plus associer un antagoniste calcique qui va faire mieux sur les chiffres tensionnels et sur la protection cardiovasculaire. Et c'est ce qu'a montré cette étude ASCOT, une belle étude qui a été faite en comparant le perindopril avec l'amlodipine par rapport à l'athénolol et un thiazidique, et elle a prouvé que les sujets qui étaient
sous amlodipine plus perindopril, et vous voyez en augmentant les doses de 4 à 8, etc., étaient mieux protégés. Ah bon? Alors là, donc je vais faire vite. Donc, étaient mieux que... ils m'ont dit 20 minutes. Donc, étaient mieux protégés que les sujets qui n'étaient pas sous inhibiteurs calciques. Et là aussi, on voit que l'amlodipine plus perindopril fait mieux, c'est ce qui est en rouge, elle fait mieux sur les chiffres tensionnels, qu'elles soient systoliques ou diastoliques. Une deuxième étude de Ascot, là aussi, on voit que l'association amlodipine avec le perindopril, le risque, il y a une baisse du risque relatif de 11%. En comparaison, là aussi, la mortalité cardiovasculaire, il y a une baisse du risque cardiovasculaire, merci madame, une baisse du risque cardiovasculaire de 24 en comparaison au bras athénolol thiazide. Étude CAFE, là aussi, elle montre que s'il y a à peu près une superposition sur la courbe pour les chiffres tensionnels, la pression artérielle brachiale, on voit que pour la pression artérielle aortique, le perindopril, il fait mieux, même pour la pression artérielle radiale et la pression aortique centrale. Donc, c'est ce qu'on voit sur cette slide qui montre que le perindopril fait mieux au niveau, si la pression périphérique radiale est la même. Par contre, les médecins s'intéressent peu à la pression aortique, qui est la pression centrale, et la radiale. Donc, on voit qu'il fait mieux. Alors, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion avec un inhibiteur calcique augmente de façon indépendante la production d'azote, et cette production d'azote qui protège les coronaires et les cardiomyocytes. Donc, l'association perindopril-amlodipine, donc vous voyez qu'elle donne mieux sur les artères et sur les coronaires. Donc, l'association avec un inhibiteur calcique, on voit que le taux de contrôle de la pression est de 93,5%, avec ses avantages sur les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc on voit avec le Coveram, qui est une association qui existe dans notre pays, où elle montre que le Coveram donc, permet de baisser les pressions, d'augmenter le débit coronaire, de diminuer l'ischémie cardiaque et d'augmenter la vasodilatation précapillaire. Donc la prise en charge d'une toux gênante induite par les IEC, qui est le problème que pose tout le monde, on voit lorsque la coprescription avec un inhibiteur calcique, elle peut réduire le taux et la fréquence de la toux. Deuxième volet, ce sont les hypertendus avec hypervolémie. Alors là, ce sont des patients diabétiques obèses. On associe les diurétiques. Et vous voyez sur cette slide qui montre que là, sur cette étude HIVET et ADVANCE et ASCOT, où il y a eu l'utilisation de l'indapamide, on voit qu'elle donne mieux et sur les chiffres tensionnels et sur la protection cardiovasculaire. Et l'étude qui a fait vogue, une étude que tout le monde la connaît, c'est l'étude ADVANCE. C'est une étude qui a pris des diabétiques type 2, plus de 11 140 diabétiques, et elle a évalué le risque de décès suite à des pathologies cardiovasculaires, des AVC mortels, fatales ou non fatales, des infarctus du myocarde, et c'était le critère principal d'évaluation. Et là, sur les résultats, on voit qu'il y a eu une baisse du risque relatif de 14% en associant le perindopril avec l'indapamide. Aussi, une diminution de 9% du risque relatif de mortalité toutes causes confondues et une diminution de 12% de décès, de diminution du risque pour la mortalité cardiovasculaire. Donc on voit que le perindopril, en associant dans l'indapamide, dans l'hypertension hypervolémique, elle entraîne une protection cardio-rénale chez les patients hypertendus diabétiques avec une bonne réduction de 50% de pathologie rénale et cardiovasculaire et de mortalité totale. Donc, le valépic avec l'indapamide, on l'a vu, il est entre 98 et 104%. Et l'IEC, ils ont entraîné une baisse de la mortalité, toute cause de la mortalité cardiovasculaire et du nombre d'événements cardiovasculaires majeurs chez les diabétiques de type E,
type 2, pardon, tandis que les ARA2 n'ont eu aucun effet bénéfique sur ce paramètre. Et là, on répond que c'est vrai, les IEC ont fait mieux que les ARA2. Donc le perindopril, indapamide, c'est une bithérapie largement recommandée chez les diabétiques hypervolémiques, et on voit les guidelines de 2024 où elle recommande l'utilisation et l'association d'un IEC avec un thiazidique, et pas n'importe quel thiazidique, c'est le thiazidique-like, et elle le dit, l'indapamide. C'est écrit dans les recommandations, elle dit l'indapamide. Donc le perindopril, suivant avec l'indapamide, cette méta-analyse faite par Advance, ça y est, je conclue. Donc montre qu'il y a une réduction des événements rénaux de 21%, une réduction des atteintes coronariennes de 14% et une réduction de mortalité cardiovasculaire de 18%. Cette étude publiée récemment en 2023, elle collabore ou elle corrobore avec les mêmes résultats donnés par Advance. La même chose, les publications qui ont été faites par le The Lancet, et on voit cette association perindopril donne mieux sur la protection, l'équilibre tensionnel et la protection cardiovasculaire. Cette étude critère dont je vais passer rapidement, c'est une étude qui a comparé les cardiologues avec les médecins généralistes quand est-ce qu'ils utilisent les thiazidiques avec inhibiteurs calciques. Donc on voit ici que les cardiologues, ils prennent lorsqu'il y a une crainte d'induire un trouble du rythme métabolique, glucidique, etc. Par contre, les généralistes, ils ont trouvé une information apportée sur le médicament par la visite médicale ou bien une insuffisance, une efficacité insuffisante du traitement précédent. Donc les résultats étaient beaucoup plus en faveur de l'association, soit qu'elle soit pour l'HTA rigide, essentiel, l'association du Coveram, ou bien l'HTA métabolique avec une retention hydrosodée, c'est pour l'association avec l'indapamide et le perindopril. Donc, et toutes les gammes existent dans notre pays, qu'il soit le Coveram ou le Bipréterax, et la conclusion est que les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, inhibiteurs calciques et ou hydrochlorothiazide diurétique, c'est une association intéressante au-delà des chiffres tensionnels, profil de risque de plus en plus élevé, respect des indications particulières et améliorer l'observance et éviter les effets secondaires. Et je vous remercie.